canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my Quand tout l'amour qui vient Qu'est-ce qu'on fait avec le gosse, Franck? Puisque tu m'as appelé par mon nom. Bon, on va un peu parler de moi avant d'enchaîner sur parler de moi pour expliquer. Bon, moi, quand je me suis retrouvé amoureux de cinéma, pas étudiant, j'ai pas le bac, j'ai rien, j'ai eu la chance, j'aime pas la chance, enfin, il y a eu le destin, qui a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui venait de débarquer à Lille, étudiant, qui avait quitté Paris parce qu'il voulait suivre les cours de philosophie de la fille de Bachelard. Bon, il avait 2 ans et demi plus que moi, il s'appelait Pierre-Henri Delot. Vous connaissez le destin qu'il a eu. Ça restait mon meilleur ami. Sa mère me présentait, c'est le frère de Pierre-Henri, enfin presque. Bon. Et quelque chose s'est passé, comme on dit l'autre, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et j'ai été sans arrêt dans le ciné-club. Et j'ai commencé à faire des débats de ciné-club assez jeune, à 20 ans,
à moins de 20 ans, 19 ans, j'ai dû aller présenter, je crois, par Joël Magny, qui était un jeune étudiant lillois, m'avait demandé d'aller à Valenciennes présenter les 400 coups. Bon. J'ai commencé à faire des débats de ciné-club, et là-dessus, Jean Collet m'a pris en main, j'ai abandonné le métier de comédien pour faire... Il était Télérama, pour faire ça, et faisait beaucoup de ciné-club, et je me suis retrouvé Douché, Belly et Collet, c'est les gens qui me... J'étais en doublon. Donc de 1967 à 1978 à peu près, j'ai fait énormément de ciné-club et de débats parfois acharnés. Et j'ai vu comment ça changeait. Bon, il y a eu la période extrêmement triste d'après 68 où on commençait à faire un débat sur Hitchcock. Au bout de 3 mots, il y avait un mec dans la salle qui disait « Oui, ça n'est pas politique, camarade, moi je vais vous dire comment il faut faire ». Et on tombait sur cette espèce de position. Alors là, moi j'avais la chance d'être passé par le marxisme, donc je savais leur répondre. Une des réponses, anecdote, elle est intéressante. Je vais présenter un film sur la grève organisé par un ciné-club communiste. Et les gens, je commence à les intéresser, donc on parle de cinéma. Et là, il y a un mec qui se lève et dit « Oui, tu n'as pas le droit de parler comme ça. C'est important de la rentrée de chaussures, parce que nous, on a une grève dans le magasin dans la de chaussures à côté, et ça doit être exemplaire. Ce que tu fais, c'est... » Je dis « Non, une seconde. T'es marxiste, oui. Bon, qu'est-ce qu'apprend Marx? Toute chose s'analyse selon le contexte. T'es certain que le contexte que montre la grève d'Eisenstein, c'est le même que ton magasin de trucs de chaussures? Je l'ai démoli. J'ai dit maintenant, ce que j'apprends, c'est comment ça se fait une grève. Et comment on la montre. Et pourquoi on la montre comme ça. Et là, le gars était furieux. Bon, après, ça s'est arrangé, et là, sont arrivés les universitaires. Alors là... Il y a toujours cette... Voilà. Mais ça aussi, ça a changé, vous savez. Et après, attendez, ça a changé aussi les universitaires. Oui, non, mais je vous parle de l'époque des années 70-80. Voilà, et après est arrivée la peur. Je m'explique. Moi, on me faisait venir encore, mais on me disait surtout, faites pas de débat. C'est-à-dire que c'était une semi-conférence. Ne faites pas de débat. Et pourquoi? Non, parce qu'après, il y a les histoires. Une fois, j'ai voulu quand même, c'était... Poitiers, je crois, ils m'ont fait venir pour un truc sur la violence au cinéma. Alors, j'ai pas été de main morte, je crois que j'ai pris... j'ai dû prendre un Peckinpah, j'ai dû prendre Alfredo Garcia, qui est un chef-d'œuvre absolu, et j'ai pris un John Woo, un des grands John Woo polars. Et j'ai fait le débat, pour démontrer que la violence, c'est ce qu'il y a de plus cinématographique. Et comment c'est filmé montre si c'est une violence contre ou pour. C'est la façon dont c'est filmé. Et que Peckinpah, finalement, ne prône pas la violence. Il la désigne. Ça crée un débat de violence terrible. Par exemple, récemment, je voyais quelqu'un avec qui je parlais un de mes vieux amis, de Tarantino. Il y avait un type que je ne connaissais pas qui était avec, et il dit « Oui, mais vous aimez Tarantino, dans Kill Bill, ces combats qui n'en finissent pas, de ça, qui se battent tous avec le samouraï, avec tout ça. » Et il me parle, je crois que c'est dans le 1 ou 2, Kill Bill, je ne sais plus, où il y a ces longs combats qui n'arrêtent pas dans la pièce. J'ai dit « Oui, mais comment ça finit la séquence ?» Il sort dehors, et puis il y a celle qui est sous la neige, oui, et là, c'est quoi le combat? On ne le voit pas, il y a juste du sang qui coule du kimono. Et c'est ça la vraie violence. Et là, le gars, il ne savait plus quoi dire. Parce qu'il n'avait pas regardé comment c'était fait. Il avait eu un accord, j'aime pas la violence, donc après, il ne voyait plus. Mais le cinéma, c'est quelque chose qu'il doit apprendre à regarder. Godard disait... Godard avait cette chose... il faut regarder l'homme de l'Ouest, c'est-à-dire le regarder 2 fois. Donc pour revenir à Léon, ce qui Léon m'a toujours intéressé, c'est justement que c'est quelqu'un qui passait d'abord par les images et les sons. Donc forcément, ça m'a intéressé beaucoup plus que les 7 mercenaires de Sturges. Qu'est-ce que t'as fait toutes ces années? Je me suis couché de bonne heure. Première rencontre avec Léon que j'ai eue consciente, c'est un péplum. Ça devait être en 60-61, donc je devais avoir 17 ans, je crois. Et j'essayais de tout voir, mais je n'avais pas d'argent pour tout voir. Pas d'association privée, c'est très compliqué. Donc je chinais des bouquins, je m'arrangeais, il y avait les cinémas de quartier. Puis quand même un jour, j'avais vu les péplums de Cécile B2000, ce sont des-là, ça que j'adorais. Mais les péplums qui arrivaient, Vengeance d'Hercule, j'avais à la limite, bon, j'étais pas fou de ça. Bon, je sais que les petits camarades, ils me disaient « Ah, mais les travaux d'Hercule, c'est formidable, ça change tout. » Non, ça me disait pas grand-chose.
Et puis, même les cahiers jaunes défendaient un peu, le chant de Thessalie de Freda, tout ça, bon. Et puis quand je dis, j'y vais, comme ça, mais je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, peut-être parce que ce jour-là, j'étais avec quelqu'un qui voulait y aller, bon. Et je sors de là, je dis, c'est pas mal. Et je découvre dans Art que Douchet défend le film un peu. C'était une référence déjà, qui est devenu un très grand ami, qui est une référence. Bon, puis j'oublie. Et là, il y a un problème parce que je suis persuadé, moi, avoir vu à Lille, pour une poignée de dollars, signé Robertson. On me dit que non. Mais je crois qu'il faut savoir qu'à Lille, il y avait des films qui passaient avant Paris. C'était une sorte de preview. Et comme ça, par exemple, Moonfleet de Fritz Lang est passé en 57, 3 ans avant Paris. Comment ça s'appelle le film avec Mitchum de... Je ne sais pas, quand il arrive, il est passé 2 ans avant. C'est-à-dire qu'ils envoyaient le film en province pour voir comment ça marchait, parce qu'ils n'avaient pas les échos formidables à Paris. C'était donc arrivé de passer avant. Et puis il y avait aussi les films que moi je voyais en Belgique, parce que Lille c'était proche. Bon. Et quand je suis sorti de Pour une poignée de dollars, peu importe que c'était le nom de Léon ou pas, là j'ai été quand même pas mal. Mais qu'est-ce qui vous a... C'est quoi le... Comment c'était fait? Déjà dans la version française, il y a le mot qu'on ne trouve pas dans la version italienne, qui vient d'où ici, tous les démons, l'enfer est vide, tous les démons sont ici, c'est dit dans le... Bon, et ça c'est La Tempête de Shakespeare, que je connaissais par cœur, j'ai toujours adoré Shakespeare. Bon, déjà ça m'avait fait. Et en même temps, j'avais trouvé que c'était un film qui était... Je trouvais qu'il y avait un côté à la fois bande dessinée que j'adorais, mais en même temps néo-réaliste quelque part. Et c'était un film presque abstrait. Quand on revoit aujourd'hui, c'est un peu bon, mais on est dans ces 2 clans, là, on passe d'un camp à l'autre et tout, c'est un film presque serial. Bon, moi j'ai été passionné par ces trucs-là. Je me suis rendu compte qu'on avait une structure incroyable. Et bon, là-dessus, je vois par la suite, pour quelques heures de plus, où là, mon impression de naturalisme et tout est encore plus incluse, et je vois, La Brute et le Truand. Bon, et je me fais engueuler par tout le monde, parce que j'aime ça, parce que les gens... La revanche a été quand Ford et Hawks ont défendu Léon, là ils sont tous sortis un peu crétins. Bon. Mais ce qui se passe, c'est quand j'arrive à Paris, là j'ai trouvé bien, il était une fois dans l'Ouest, mais au début j'ai eu des petites réserves, parce que je trouvais que il y avait des on refait cet humour-là, on refait tout, puis c'est en revoyant beaucoup plus tard. Mais il y a l'anecdote merveilleuse, c'est que quand je suis arrivé à Paris, je me suis lié très vite avec Jacques Rivette. Et Rivette et moi, on se retrouvait dans les quartiers, les cinémas populaires, des cinémas de quartier, comme on disait, où repassaient les Terence Fisher qu'il adorait en version française et les Léon. On se retrouvait là en parlant. Et il y a l'anecdote merveilleuse, c'est quand il est revenu au Quai du Cinéma, il y avait toujours un rendez-vous à 5 heures pour les amis, pas forcément ceux qui écrivaient. Et il arrive à 7 heures et il dit, je viens de voir cette fois dans l'Ouest. Je lui ai dit, moi je compte y aller. Il dit, ouais, alors attention, il faut voir la version française. Je dis, mais pourquoi? J'ai vu voir la version anglaise. Puis ça m'a semblé bizarre, alors j'ai vu la version française le même jour, tout à l'heure. Eh ben, il y a des coupes. Hein. La mort de Cheyenne, elle n'est pas dans l'un, elle n'est pas dans l'autre. Et il défendait beaucoup. Et alors là, bon, moi, c'est un choc. Dans l'Ouest, j'aime, et j'aime pas des trucs dedans, mais bon, tellement j'aime tant les 3 avant. Et va arriver le grand moment, ma découverte de Une fois la Révolution, où là, ça a été... Alors que c'est un film, je vais peut-être me tromper, mais j'ai l'impression que c'est un film qui est peut-être moins discuté, moins évident que la trilogie du dollar, que était une fois. Oui, parce que maintenant je trouve que c'est un chef-d'œuvre, hein. Bon, mais à l'époque, je trouve que c'était un film didactique, trop didactique. C'est-à-dire que je trouvais aussi qu'il y avait, il y avait des personnages comme ça, mais il y avait le train, le ceci, c'était quelque chose d'un peu... il y avait une idée magnifique, c'est le coup de revolver avec le train qui sort, bien sûr. Mais il y avait des choses dedans, je trouvais... Je vais parler plus tard avec lui. Il avait raison. Et c'est d'années, on parlait d'années hors micro, mais Serge a dit une chose formidable, et c'est moi ce que je n'avais pas senti à la première vision. Après, j'ai adoré. C'est qu'il n'était pas en avance, Sergio, il était à l'heure. Et alors, comment ça s'est passé? Alors, Michel Camp, je venais d'entrer à Zoom avec Michel, et Michel, j'ai un coup de téléphone de Jean-Claude Mission, qui vient de mourir, qui était attaché de presse du fait avec Shula Siegfried, et qui dit est-ce que tu veux voir le Léon? Je dis oui, bon, on vient avec Michel. Je vois quelquefois la Révolution, et là je suis. Pour moi, c'est un film. C'est pas le meilleur, mais c'est celui qui me touche le plus, disons. L'émotion était énorme. Tant et si bien que je dis
En sortant, je dis à Jean-Claude, je veux le revoir. J'ai la projection de demain. D'accord. Et j'en parle à Michel et dit, mais attends, tu as la projection de demain, essaie de voir si Léon est là. Fais une interview, mais il faut que je l'ai dans ce cas-là le lendemain matin, pour que ça apparaisse dans le Zoom qui est l'écran de génération. J'en parle, le rendez-vous est pris qu'après ma deuxième vision, je vois Sergio dans le hall et qui me donne une interview. Donc je revois une deuxième fois à la séance de l'après-midi, 14h, et à 18h environ, je trouve Sergio dans le truc, et il y avait quelques mecs autour de lui, dont Norbert Saada, que j'ai connu comme ça, Norbert, qui était le moins, les autres disaient, oui, il m'a tiropé au début, oui, mais Sergio, c'est ceci, c'est cela. Norbert, un peu plus cinéphile et tout, écoute mes questions avant de prendre la position pour défendre le maître, dont se foutait complètement Sergio, pas de Norbert, mais les autres. Et cette interview se passe que peut-être mes questions, peut-être le truc fait que la mayonnaise prend très 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 bien. Et l'interview est important, il a fait poids à l'époque, et il est paru. Je l'ai retranscrit dans la nuit, et le lendemain matin, Michel est venu en voiture, il le chercher et l'emmener au Marbre. Et si bien que là, je repense à Léon sans arrêt, et finalement, au bout d'un an environ, j'écris un texte sur Léon, qui sera ce texte dans la revue du cinéma, qui paraît, et je vois quand je reviens de Pesaro, du festival de Pesaro, je vois le truc affiché partout et tout, et là, on est 73, j'ai un coup de téléphone de Shula Siegfried qui dit « Sergio, Léon vient, il veut te rencontrer parce qu'il sait ce que tu as fait et tout. » Je ne peux pas, je crois que je partais faire la création à Digne de... C'est moi qui avais créé les journées de rencontre de Digne les 2 premières années avec Kirel. Je ne peux pas, je vais là-bas et tout. Bon. Et en 74, en fait, je suis à Cannes, je traverse le hall du Carlton, enfin la terrasse, et il y avait Terry Gillam et puis les Monty Python qui discutaient avec Sergio Leone. Et Leone me voit. Et je vois qu'il me regarde. Je dis oui, bonjour, il parlait très bien français. On s'est rencontrés pour interview dans Zoom. Et non, tout a écrit un truc sur moi. Vu que j'ai lu demain, ici, midi, on va acheter tout au Canet. Bon. Et ben, on est mangé au Canet seul avec lui. La cour d'emmerdeur n'était pas là. Je me souviens, il y avait Pacino qui n'était pas loin, mais pas Keller. Et là, la mayonnaise a pris, complètement. On s'est beaucoup vu, et en 75... Pardon, excusez-moi, vous parliez de quoi? Vous parliez uniquement de cinéma ou de plein de choses? De plein de choses, parce que moi je connaissais déjà l'Italie, parce que j'avais Ferreri, Pasolini, Bertolucci, Carmelo Bene, c'était devenu mes amis. C'est-à-dire que bon, c'est personnel, mais quand moi je suis arrivé à Paris, la chance que j'ai eue, c'est le cinéma tombé dans le politique, donc très très peu de temps avec eux, parce que j'avais pas envie de faire des interviews politiques. Bon, même si je connaissais la politique très bien, peut-être mieux que certains des rédacteurs, à part des gens comme Narboni qui étaient très très engagés. Bon, et puis Delot me montrait les films qu'elle allait prendre à Cannes. Donc je voyais Langlois, j'étais devenu une sorte Delot s'occupait de la quinzaine des cinéastes, si je voilà, j'étais devenu une sorte d'éminence grise d'Henri Langlois, donc il y avait tout ça. J'avais fait les séances de minuit du cinéma, du jeune cinéma français. Donc je connaissais, et j'allais souvent à Rome, je connaissais très très bien les gens. Et donc justement, je dois aller à Rome pour réécrire des textes et des dialogues de l'Ultima Donna de Marco Ferreri. Parce que j'avais proposé à Marco un scénario de court-métrage, parce que j'ai qui produisait, qui s'appelait La dernière femme, et il prend pas, mais elle était m'intéresse, et après il m'a contacté, et donc j'étais parti avec, je venais de rencontrer ma deuxième épouse, je suis divorcé maintenant, Khalidja Baria, et on était parti à Rome pour écrire ça. Et donc je donne un coup de téléphone, parce que j'avais le téléphone privé de Sergio, on me dit il n'est pas là. Je dis dites-lui que je viens de dire qu'il est solo et à l'albergo. Il n'y avait pas le téléphone dans la chambre. Et à minuit, on tambourait dans ma porte, j'ouvre, et le patron, le mec qui s'occupe de l'hôtel, Sferaldo, il hurle. C'est le Simsolo, c'est le téléphone! Ça réveille tout l'hôtel. Je descends. Je viens de rentrer. Demain, la machine, elle vient, la machina, et te prend et te viens manger con me. Je dis, est-ce que je viens manger où avec toi? Chez moi, à Eur. Bon, et on va à Eur, et là, il me présente Carla, ses enfants, le petit Andrea qui était tout jeune, celle entre les deux qui était Francesca, puis Raffaella qui était déjà un peu plus âgée. Et ça se passe très très bien, et je découvre l'antre de Sergio.
Je découvre les tableaux magnifiques de Chirico qu'il possède. Je vois que c'est un homme d'une culture énorme, mais pas du tout le mangeur de spaghettis con, comme disait M. Charançol. Bon. Et il me propose à ce moment-là d'être son assistant. Et je lui réponds non. Je ne veux pas être ton assistant, parce que si je suis ton assistant, on aura des rapports d'argent et tout, ça va pas bien. On dirait Rossellini avec Truffaut. Oui, mais c'est ce qu'il me dit. Il me dit, mais oui, alors on fera comme Rossellini avec Truffaut, voilà. Et là, c'est là que l'amitié est née complètement, totalement. Et à partir de là, je l'ai vu à Rome, à Cannes, à Paris, parfois dans d'autres endroits. Et chaque fois, il a commencé à me raconter, il était une fois l'Amérique, plan par plan, image par image. Sur le reste, Sergio et moi, ça a été, si vous voulez, une amitié réelle. Bon, ça, c'est personnel. Mais il est vrai que lorsque le livre s'est fait, je vous dirai tout à l'heure pourquoi le livre s'est fait, il y avait déjà tout un passé de discussion qui a fait que, je n'ai pas utilisé, mais dans le livre, on l'a fait en 3 séances. Une à Paris, assez longue, 2 très longues à Rome et une très courte à Rome. J'ai tout transcrit, il a lu, il a dit, très bien, tu as 100% des droits. Et voilà, le livre, il est parti comme ça. Alors, pourquoi le livre s'est fait? Ça, c'est une autre histoire. Je venais de faire avec Jean Arboni le bouquin d'entretien avec Samuel Fuller. Ça, c'est encore autre chose. Et, bon, forcément, j'en donne un à Sergio. Dont Léon était fan de Fuller. Oui, mais c'est moi qui les ai présentés. Oui. Et là, il vient à Paris. Alors, toujours, il venait à Paris, il m'appelait, et il y avait une partie du séjour où j'étais pas là, c'était César. Mais très souvent, je l'accompagnais un peu partout. Bon, j'étais un monsieur de compagnie, des coups de téléphone pour lui et tout, puis l'amitié. Bon, c'était un accord très clair. Bon, partout où j'allais, j'étais invité, c'était normal, mais il me remboursait parfois mon taxi, mais jamais je lui ai demandé un sou, jamais il m'a donné un sou. On n'était pas dans un rapport comme ça. Bon. Et il me dit, t'es bien, mais pourquoi tu ne fais pas ça avec moi? Je te connais depuis 15 ans, j'ai jamais pensé à... mais moi, si tu vas avec moi, je suis d'accord. Bon. Et à l'époque, je faisais le panorama de France Culture, tous les samedis, j'arrivais à midi et je finissais à 13h45. Et de midi à midi 30, c'était les romans, les policiers et tout, et à partir après le journal, c'était le cinéma. Et parmi les intervenants, il y avait plusieurs personnes, dont Michel Simon. Et je raconte l'anecdote, parce que généralement on allait manger tous ensemble rapidement une pizza après. Alors je me souviens, c'était de là que je téléphonais à l'époque de temps en temps à Gainsbourg en disant « Serge, qu'est-ce que cet après-midi t'es là ?»« Oui. »« Bon, je peux passer ?»« Oui, passe. » Et que j'allais après passer 2 heures à boire des sandwichs avec Serge. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon. Et donc, je lui dis « Ben voilà, je lui raconte. » Il dit « Mais attends, mais... » Il dit « Moi, je viens je suis actuellement directeur de collection chez Stock. Si tu veux, on le fait. » Le soir, je rentre, je téléphone à Sergio à Rome. Il dit « D'accord. » Je vois les gens de chez Stock, on signe, et ça s'est fait comme ça. S'il n'y avait pas eu le bouquin avec Fuller, il ne m'aurait pas demandé, le bouquin n'aurait pas existé. Quant à Fuller, la rencontre de Sam avec Fuller, c'est inoubliable. On était au Festival de Cannes. Alors, j'étais avec lui. Si bien qu'il y avait les méchants qui disaient « Qui c'est ce gros monsieur qui suit toujours Sim Solo ?» Bon, les jaloux ne vous loupent jamais, c'est comme les ratés, ils ne vous ratent pas. Bon, et on va au petit bar du Carlton, à l'intérieur, le petit bar. Et Sam est là en train de discuter, comme ça et tout. Et je lui dis, si ça s'appelle Fuller, elle dit, ah oui, j'aime bien. Et je viens, il dit, Sam, what? I'll introduce you, my friend, c'est joli. Yeah. Je dis rien, il sort, il dit, bon, il est occupé. Je suis un peu emmerdé, parce que... Et là-dessus, Fuller sort comme un fou du Carlton, il dit, c'est joli, pas. Oh, I'm sorry. Il va l'épeler. I don't understand the name. Oh, I adore it. Il dit qu'il aime beaucoup tes films. Ah, c'est music. Surtout la musique. It's all those folks tell you. C'est tout ce que les connards vous disent. C'est le film qui est formidable. Parce que souvent on dira la musique dans vos films, et commence à me dire qu'il adore les films et tout. Ça dure 5 minutes. Et là, Sergio voit l'admiration de ce troublion dément qu'était Sam, et ils sont revus par la suite, et c'était parfait. Et Sam, c'était quelque chose.
Qu'est-ce qu'il pensait, Léon, de ce terme bâtard, western spaghetti? Ben lui, au début, il pensait que spaghetti, c'était pour le lasso, le spaghetti et tout. Bon, là, il faut qu'on parle de western italien, et c'est dommage que ne soit pas là un de mes amis, que vous connaissez le nom, que Jean-François Giret, qui est quand même celui qui a le plus travaillé de manière intelligente sur le western italien. Il a fait beaucoup de travail dessus, bon, et sur Léon aussi. Et je dois dire que le drame du terme vient de personnes qui ont écrit beaucoup là-dessus. Bon, l'un des grands spécialistes en Angleterre, c'est M. Freiling, ces gens-là et tout, qui disent pas toujours des choses justes d'ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. On n'est pas là pour faire de la polémique, quoique quand même, il y a des choses un peu graves. Et puis, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le terme est arrivé comme ça, comme après est arrivé le western choucroute pour les films, les westerns allemands, puis le western Zapata, qui est un terme beaucoup plus juste pour les films engagés politiquement du côté de la révolution mexicaine. Bon, mais ce terme est arrivé par mépris au départ. Oui. Bon. Et un jour, je lui dis, mais t'as l'air... tu m'as dit un jour que tu n'étais pas fou des westerns quand tu étais... J'ai dit non, voilà. Les fumetti, moi j'aimais Chino et Franco, Raoul et Gaston. Les Magnon, je n'aimais pas tellement, Kit Carson, ça m'intéressait comme ça, mais j'aimais ces deux Strout qui partaient dans la jungle, tout ça et tout. Bah oui, parce que chez Sergio, il a toujours le fait fils unique, la recherche de la fratrie. Hein. Bon. Tous ces films sont faits sur deux personnes qui se rencontrent. Il y a un ennemi, mais il y en a toujours deux qui deviennent amis. C'est ça, Cheyenne et Harmonica dans les films Une fois dans l'Ouest, bon, La Brute et le Truand, voilà, qui est machin, et puis pour une poignée de dollars, Cliff et tout, et alors parlons la Révolution, Coburn et Steiger, et parlons pas, et dans l'autre, c'est que ça. Bon. Et il me dit, les westerns, souvent, il y a la femme, elle casse qu'elle fout là, au Quai Coral, quand la femme arrive, c'est plus le même film, ça va. Et par contre, il aimait beaucoup les westerns du muet qu'il avait pu voir. C'est dingue ça, c'est dingue. Surtout William Hart, William S. Ouais. À redécouvrir. Et donc, il n'était pas fou des westerns, parce que ce qu'il voulait faire, lui, quand il était jeune assistant, ça, ce serait sa vie, ce qu'il voulait faire, c'était une sorte de film sur sa jeunesse de Gianicolo. Bon. Et quand il voit Yves Vitelloni, il dit, c'est pas la peine, Fellini l'a fait avant moi, il l'a pas fait à Rome, mais bon, il était un peu écœuré. Et il voulait faire, très tôt, il a eu envie de faire, il était une fois en Amérique, c'est un projet, enfin, il voulait faire un film, puis il voulait de l'Amérique. Fou du film noir. Il avait lu Hammett, Chandler, McCoy, tout ça. Et après qu'il ait fait le Colosse de Rhodes, on lui propose sans arrêt de faire des péplums. Le Colosse de Rhodes, ça s'est fait parce qu'il avait... son père, Roberto Roberti, qui était cinéaste, qui avait arrêté de travailler sous Mussolini, était très avec Mario Bonnard. C'est-à-dire que Mario Bonnard, c'était un acteur-réalisateur très important du muet, qui a continué à faire des films après. Bon. Il y avait deux personnes qui ont beaucoup compté autour dans l'enfance de Sergio. C'était lui et son parrain Mario Camerini, l'auteur du Ulysse avec Kirk Douglas. Bon. Et Bonnard est malade. Et Sergio est un des meilleurs assistants de Rome. Et on demande à Sergio de reprendre la réalisation des jours de Pompéi. C'est une chose qui se faisait. Faut savoir par exemple que Sous le signe de Rome, de Gione, a été réalisé en fait, parce que Gione était malade, les scènes d'action par Freda et toutes les scènes, disons, d'intérieur par Antonioni. Mais Antonioni allait tous les jours avec Gione sur son chevet, il disait qu'est-ce que tu veux que je fasse, et Sergio a fait pareil, il a très peu improvisé là. Bon. Et donc pour remercier qu'il avait fait ça, il écrivait des scénarios, tout ça et tout, c'était à la mode des péplums, il avait pris Corbucci comme assistant, pour remercier de faire ça, on lui a dit faites-en un vous-même. Et il y avait un gros budget. Alors le Colosse de Rhodes, l'histoire est extraordinaire. Il prépare ça, il travaille très très précisément. Et il est via Veneto et il rencontre le producteur avec le financier. Ah, Sergio, alors tu nous prépares le Colosse de Rhodes, c'est formidable. Tu prends Steve Reeves pour le Colosse. Il dit non, le Colosse c'est une statue. Une statue? Je suis ruiné, dis-le. Non, mais si la statue, elle jette du feu, elle fait... Ils disent, ah, tu es un génie. Bon. Et il fait le film avec une grande liberté. La chorégraphie est faite par sa femme qui vient de rencontrer Carla. Il a l'idée de prendre la Massari qui vient d'Antonioni, qui n'est pas du tout dans le genre. Et surtout, il ne veut pas prendre un mec de péplum, tout ça et tout. Et il cherche, et il a l'idée magnifique pour moi de prendre Henri Kalfoum,
qui est un acteur américain de films noirs et de western, qu'il appelait le Gary Grant du pauvre, comme on dit, parce que c'était, bon, et qui est mort en même temps sur son yacht, en partouze, on ne sait pas très bien, enfin un personnage comme ça. Et il tourne le film avec un mélange d'ironie et en même temps de méchanceté, pas si sympathique que ça, le personnage, et fait un film politique, en fin de compte. Et il reprend les acteurs et tout ça du film précédent, bon, et c'est un succès. Et après, il refuse, on lui pose que des péplums. Il ne veut plus faire. Alors, il avait déjà fait les réalisations de certaines scènes de Fabrizi dans les films de Fabrizi, que signait Fabrizi. Il travaille un peu à droite à gauche. Et puis bon, il vient de se marier. Il y a l'enfant qui est là, Raffaella. Il n'a pas beaucoup d'argent. Il ne peut plus être assistant, parce que on ne peut pas aller en arrière. Et le succès des 7 mercenaires est énorme. Surtout en Italie en plus. Et il a l'idée d'écrire un western, surtout qu'il a vu Yojimbo, Kurosawa. Et c'est intéressant, parce que la différence qu'il y a entre les westerns japonais de Kurosawa et les westerns, disons, de William Wyler, Sturges et autres, c'est que les signes et la chorégraphie ne sont pas les mêmes. Le corps en action n'est pas le même, le corps fonctionne pour dire quelque chose. Bon. Et c'est le style. Donc, et il se rend compte en même temps que ça lui rappelle quelque chose qu'il a lu. La moisson rouge de Dashiell Hammett. L'homme qui se donne à 2 camps. Puis après, je dis, mais c'est aussi, alors le cas va aller de 2 mètres pour qu'on retombe dans l'Italie. Et autour de tout ça, il a l'idée de quelque chose, et il écrit, c'est un autre titre à l'époque, bon, The Magnificent, et ça avance, et là, il a une petite production, la jolie, qui est prête à produire ça. Il y a eu très peu de westerns italiens à l'époque, c'est les westerns allemands qui existent, et les westerns espagnols. Il y a très peu en Italie, il y en a eu 2 ou 3. Et il cherche l'acteur principal. Fonda, on ne lui fait pas lire le scénario. Coburn, qu'il avait repéré, pas seulement dans les 7 mercenaires, mais déjà dans les films de Bob Buttigieg, il n'est pas pris, c'est trop cher. Et finalement, contrairement à ce qu'on raconte, qu'on lui a montré, il ne lui a rien montré du tout, ça il me l'a raconté, il était dans la Cinecittà, il a entendu, il y avait du doublage, il a regardé, il a vu la tête sur l'écran de Eastwood, qui était doublé en italien pour la version télévisée de Rawhide en parler italienne, et il trouve que c'était intéressant. Eastwood, à ce moment-là, a le droit d'aller tourner un film hors des États-Unis pendant la série Rawhide, quand il est libre, un seul, et hors d'Italie, donc ça marche. Eastwood arrive, il ne parle pas un mot d'italien ni de français, Sergio ne parle pas anglais, et vont s'entendre. Mais ça ne se passera pas bien. Entre eux, ça se passera bien, mais avec les producteurs. Parce qu'il leur impose Jeanne Maria Volonté, qui est considéré comme un Guito, un cabotin de théâtre et tout. Il l'impose. Il impose ses copains. Et il crée un style. Personne n'y croit. Il n'y a pas de femme importante. Personne n'y croit au film. Il y croyait, Clint Eastwood? Clint, il faisait son boulot. Clint, il avait tourné dans un tas de films, des petits rôles et tout ça et tout, avant la télévision. Pas encore le Clint Eastwood qu'on... Non, mais il faisait ce qu'on lui disait. Voilà. Et puis il n'est pas... Moi, j'ai connu Clint, vous savez que j'ai écrit un livre, 3 éditions de Clint. Oui. Et là, dans le Figaro, qui vient de hors série, il y a un long texte que j'ai fait. Moi, j'ai parlé à Clint, c'est un type intelligent, il n'est pas bête. Il vient de la musique, il a fréquenté les blacks très très jeune. C'est un homme qu'on dit de droite, mais qui a des idées plus à gauche que certains types de droite. Bon, il est républicain, les gens ne savent pas que républicain et démocrate, on ne parle pas de ce connard de Trump, républicain et démocrate, c'est le même parti qui s'est scindé en 2 comme les socialistes et les communistes chez nous. Tout ça n'est pas simple. Bon, et il est intelligent. Il se rend compte qu'il se passe quelque chose sur le tournage. Il sait ce que c'est qu'un tournage. Bon, mais il fait le boulot. Il le fait bien. Il pense à un petit film en Italie. Et le film est un succès tel que ils vont faire. Tout le monde se met à faire des westerns. Des bons, des moyens et des nuls. Et ça envahit le cinéma mondial. Comme 10 ans après, le kung-fu va envahir le cinéma mondial. Bon. Et pendant cette invasion du cinéma mondial qui se fait donc par le western italien, lui il dit j'ai fait des enfants bâtards qui ne sont pas possibles, à part quelques-uns. El Chuncho, le Zanni qui en fait 2 ou 3, Soliba, avec qui il ne s'entend pas lui parce qu'il est jaloux, parce que c'est le même producteur. Parce que ce qui se passe, c'est qu'étant escroqué par les gens pour une payer de dollars qui n'ont pas payé à Kurosawa l'argent, le film ne peut pas sortir au Japon, ne peut pas sortir nulle part, il y a un problème. Bon. Et à ce moment-là, il va voir Grimaldi,
qui produit un peu de film et qui est un avocat. Et lui dit, on va faire ensemble la suite. Et il trouve l'accord des artistes associés, et c'est le deuxième où il y a beaucoup plus d'argent, ou de nouveau avec Eastwood, avec Van Cleef, qui est Pour quelques verres de plus, qui est un film quasiment nocturne, désespéré. On n'est pas du tout dans l'humour décalé, bande dessinée, qui est un peu dans le premier. Hein, bon. Et le côté marionnette. Et ça dit quelque chose de Léon de l'époque, son rapport au cinéma? Oui, absolument. Oui. Il a découvert Peckinpah, il s'intéresse à Kubrick comme metteur en scène. Le reste. Bon. Il est très lucide, très lucide. C'est pas un type. Il a travaillé dans plusieurs pays sur le cinéma, il a réfléchi au cinéma, il est ami, Pasolini est un de ses meilleurs amis. Il ne faut pas se tromper, c'est pas du tout cette image du type qui fait des westerns non. Et là, le succès est tel et tout qu'il veut faire un autre truc. Il veut déjà faire les trucs en Amérique. Mais bon, on le pousse à faire autre chose. Alors il a l'idée de faire Le Bon, la Brute et le Truand. Il reprend Eastwood, il reprend Van Cleef, et il se rappelle d'avoir vu Eli Wallach, dans La Conquête de l'Ouest, faire semblant, sans revolver, pom, à quelqu'un et faire peur. C'est lui donne l'idée de le prendre pour faire le troisième. Et à ce moment-là, Le Bon, la Brute et le Truand, ça sera le succès. C'est ça qui va faire sortir Léon hors du Japon aux États-Unis, vu que les trois sortiront ensemble à ce moment-là, et Eastwood va devenir une star. Et parallèlement, Eastwood ne veut plus travailler avec Léon. Il lui dit, écoute, dans le premier j'étais tout seul, le deuxième on était deux, maintenant on est trois, dans le prochain il y aura moi et la cavalerie américaine, ça va pas. Bon. Donc il se brouille un peu. Là-dessus, lui, les Américains, ils voient que ça marche partout, ils convoquent. Qu'est-ce que vous avez fait là? C'est quoi le chapeau? Il vient d'où? Et là, il découvre que Sergio, quand il prépare ses westerns, à partir du deuxième surtout, mais déjà un peu dans le premier, il se fait documenter de la librairie du Congrès, des costumes, des trucs et tout. Tout est précis. Les revolvers. La scène où Wallach change les revolvers pour en faire un, c'est authentique. Les armes ils ont ces armes-là. Il travaille beaucoup sur le détail comme ça, c'est le côté réaliste qu'il a. Il l'a gardé. Bon. Et là, il leur parle qu'il a ce projet du bouquin d'Harry Gray. The Hook, qui va devenir avec le truc l'Amérique. Et il dit non, mais on va à western. Il dit d'accord, mais je veux tourner des scènes dans la vallée de la mort de John Ford. C'est pas innocent. Donc il y aura 2-3 scènes dans la vallée de Monument Valley. Et pour ça, bon, le casting, il voulait au départ que les trois accueillent Harmonica, ce soit Eastwood. Eastwood n'a pas voulu. Bon. Et il fait cette espèce de truc. Le tournage, il y aura 15 problèmes pendant le tournage. L'assassinat de Bob Kennedy. Et où Robert viendra le voir et dit Serge, je ne peux pas tourner aujourd'hui, il pleurait. Donc il y a eu un arrêt d'une journée. Je pense qu'il faudrait peut-être, mais en quelques secondes, rappeler les répercussions de cet assassinat, peut-être parce qu'il y a certains qui l'ont oublié ou qui ne le savent pas, l'assassinat de Bob Kennedy. Ça a vraiment créé quelque chose. Oui, parce que généralement, les présidents de la République. Ça a plongé l'Amérique dans une. Je dirais que c'est une habitude, parce que mais tuer des présidents de la République, les présidents américains, hélas, ça arrive. On ne saura jamais si c'est un attentat réel contre Trump, ce qu'il y a eu, mais l'attentat contre le candidat est assez rare. Et Bob Kennedy, qui avait des chances d'être un autre Kennedy, l'assassinat a été terrible idéologiquement, mais en même temps, c'était la première fois quand même qu'on tuait un candidat, pas un président. À mon sens, peut-être que je me trompe. Bon, et en même temps, c'était le moment où l'Amérique sortait du move, les révoltes étudiantes, les révoltes à Harlem. Il y avait une situation qui avait continué après Kennedy, après la mort de Kennedy. L'Amérique était quand même un pays qui changeait totalement. Les Beat Generation, qui était une grande étaient là, il y avait les hippies, il y avait également, disons, la révolution sexuelle, il y avait tout ça qui est en train de se passer, c'était un pays qui était vraiment comme ça, et il y avait une peur que le fascisme arrive. Et Bob Kennedy représentait, malgré le passé des Kennedy qui était assez compliqué, était quand même, c'était les démocrates, c'était tout. Bon, et c'était pas Nixon. Bon. Et puis, il faut quand même dire que Nixon, qui n'était pas un mauvais président totalement, mais Nixon avait un passif terrible, vous savez lequel? Il était l'assistant de McCarthy. Oui, il y a ça, oui. On dit McCarthyisme.
Bon, il représentait quand même... bon. Et l'assassinat de Bob Kennedy a été terrible, parce que pour les Américains, ça a été un vrai traumatisme. Un vrai traumatisme. Et je dirais même que ce traumatisme n'a été effacé que momentanément avec Obama. Ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Parce que les gens connaissent mal l'Amérique. L'Amérique, c'est un pays où il n'y a que le bipartisme. Il y a les petits partis qui ne comptent pas. Ce bipartisme, c'est les républicains et les démocrates. Les républicains et les démocrates, c'est le même parti qui s'est scindé en deux. Bon. Et comme tous les partis qui se scindent en deux, il y a des cas tout à fait différents. Ils ne sont pas tous d'un côté ou tous de l'autre. Eastwood, c'est un cas particulier. Il est républicain, mais il défend certaines idées des démocrates, par exemple. Alors vous avez des républicains qui sont fermés comme ça. Bon. Et je crois que on oublie toujours que l'Amérique, c'est pas un pays, c'est des États différents. Et ces États fonctionnent C'est un pays fédéral. à leur manière, c'est compliqué. Je vous donne un exemple. Moi, il y a des États américains où je n'ai pas le droit d'aller, paraît-il. Parce que j'ai signé à la défense de Polanski. Je peux aller, mais bon. Je suis persona non grata. Bon. Il faut savoir que l'Amérique, c'est un pays compliqué. Claude Chabrol, à un moment, ne pouvait pas aller défendre ses films là-bas. Parce que par humour, quand il remplit un papier à l'époque, que pensez-vous du président auriez-vous porté atteinte au président de la République? Je m'interroge, il avait marqué. Pendant 2-3 ans, il ne pouvait plus y aller. Bon, c'est très compliqué. Et Jason Robards faisait partie de cette gauche américaine. Beaucoup d'artistes, beaucoup de cinéastes sont de cette gauche. Mais en même temps, le problème de l'Amérique, c'est à la fois le pays le plus dangereux du monde et le pays le plus libre du monde. Aujourd'hui, il y a un problème aux États-Unis, peu de gens en parlent. La Cour suprême, qui est celle qui décide au-dessus de tout, généralement, elle est équilibrée entre républicains et démocrates. Et depuis Trump, elle ne l'est plus. Voilà le problème. Elle ne l'est plus. Bon. Alors que c'était... Prenons un exemple. Quand le X est arrivé aux États-Unis, on a voulu le faire interdire partout. La Cour suprême a dit ça n'est pas antidémocratique. Il y a simplement des barrières. La création du X. En revanche, dans certains États, quand on montrait un film pornographique, la police venait, elle arrêtait le projectionniste parce qu'il montrait le film, la caissière parce qu'elle se revêt de l'argent, prostitution, hein, et le mec qui avait loué le film. Mais pas le producteur, pas les acteurs. C'est très compliqué l'Amérique. Et c'est très simple en même temps. Pour revenir à ça, c'est que Léon, l'Amérique, il aimait la mythologie américaine. Mais quand il va à New York, parce qu'il sait les ennuis qu'a eu Coppola quand il a tourné Le Parrain, quelqu'un qui lui dit on va te présenter Blue Eyes. Blue Eyes, il avait les yeux noirs comme ça, qui était le mec de la mafia. Quand il arrive, il y a ces aides qui sont là. Il faut lui dire de faire Gillinger. Et Léon, qui est malin, il fait traduire, il dit lui que. Non, je crois que tu parles italien, enfin je sais pas, enfin, bref. Il dit je veux faire un film sur la mafia juive. Et le Don, il fait tu auras toute mon aide. Il n'a pas eu d'aide. Il n'a pas eu d'ennui. With my 3 good companions, just my rifle, pony and me.